Juliette n'aurait jamais imaginé que crier sur un homme au milieu d'un grand magasin de luxe parisien changerait sa vie pour toujours. Elle était furieuse, le visage rouge d'indignation, pointant du doigt la poitrine d'un inconnu grand et imposant qui venait de bousculer sa meilleure amie avec une escorte de gardes du corps pressés. Son amie, Chloé, était à terre, ses achats éparpillés autour d'elle, et personne de ce groupe arrogant n'avait même présenté d'excuses. « Vous croyez pouvoir marcher sur les gens simplement parce que vous êtes pressé ?» tonna Juliette dans un français parfait, son accent révélant qu'elle n'était pas native, mais sa fluidité était impressionnante. « Pour qui vous prenez-vous, un roi ? Même les rois devraient avoir une éducation de base. » Tout le magasin sembla s'arrêter, des centaines de regards se tournant pour témoigner de la scène impossible d'une jeune femme affrontant publiquement cet homme. L'inconnu s'arrêta, se tournant lentement pour lui faire face. Il était grand, dépassant facilement les 1,90, avec des épaules larges sous un costume impeccable. Ses yeux étaient sombres comme la nuit d'été, et lorsqu'ils se posèrent sur Juliette, elle sentit un frisson lui parcourir l'échine, non pas de peur, mais de quelque chose de beaucoup plus troublant qu'elle refusait de nommer. Il y avait quelque chose sur ce visage qui exigeait le respect, une autorité qui émanait de lui comme la chaleur du soleil de midi. Mais Juliette était trop occupée par sa colère pour être intimidée. Avant de continuer cette histoire incroyable, abonnez-vous à la chaîne et commentez ci-dessous d'où vous regardez. Cela aide beaucoup et j'adore savoir que ces histoires atteignent tant d'endroits. Maintenant, revenons à l'histoire car ce qui va se passer va vous surprendre. Vous avez du courage, dit-il. Enfin, sa voix profonde, avec un accent qui parlait d'une éducation privilégiée et d'un pouvoir incontestable, ou d'une grande ignorance. Lequel des deux, je me demande? Le courage de défendre une amie qui a été renversée et ignorée, rétorqua Juliette, aidant Chloé à se relever. Et avant que vous ne posiez la question, peu importe qui vous êtes, riche, pauvre, célèbre, ordinaire, tout le monde devrait avoir la décence élémentaire de s'excuser quand on blesse quelqu'un. Elle lui tourna délibérément le dos, l'insulte suprême dans une culture qui valorisait le respect par-dessus presque tout, et commença à ramasser les achats de Chloé. Le murmure autour d'eux grandit, les gens chuchotant sous le choc, les téléphones portables étant discrètement pointés pour capturer le moment. Chloé tira le bras de Juliette avec urgence, ses yeux écarquillés de panique. « Ju, tu sais qui est cet homme ?» murmura-t-elle en anglais, tremblante. « C'est le prince Antoine de Montaigne. Il n'est pas seulement riche, c'est le prince le plus puissant de Paris, cousin direct du chef de l'État. Il pourrait te faire expulser d'un claquement de doigts. » Le sang de Juliette se glaça, mais elle refusa de le montrer. Elle avait grandi au Brésil, dans une cité difficile, où l'on apprenait très tôt à ne jamais montrer de faiblesse, à ne jamais baisser la tête. Elle était venue à Paris il y a 3 ans pour travailler comme traductrice, se construisant une vie modeste, mais digne. Elle n'allait pas commencer à s'humilier maintenant, peu importe la puissance de l'homme qu'elle avait offensé. Elle se tourna de nouveau vers Antoine, forçant sa voix à rester ferme, même si son cœur battait la chamade. « Donc, vous êtes important. Cela rend encore pire le fait que vous n'ayez pas l'éducation suffisante pour vous excuser auprès de quelqu'un que votre équipe a blessé. » Le silence qui suivit était si pesant qu'il aurait pu être coupé au couteau. Les gardes du corps d'Antoine se déplacèrent instinctivement vers l'avant, mais il les arrêta d'un geste minimal de la main. Ses yeux ne quittèrent jamais Juliette, l'étudiant avec une intensité qui lui faisait picoter la peau. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il, ignorant complètement son défi. « Ah, pourquoi cela importe-t-il » répondit Juliette, croisant les bras défensivement. Elle pouvait sentir Chloé presque s'évanouir de terreur à ses côtés, mais elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant. S'arrêter serait admettre qu'elle avait tort, et elle n'avait pas tort. Pour que vous puissiez me persécuter, me faire perdre mon emploi, me faire expulser, faites ce que vous voulez. Mais cela ne change rien au fait que vous avez tort.
Pour la première fois, quelque chose changea dans l'expression d'Antoine, un éclair de ce qui aurait pu être de la surprise ou peut-être de l'amusement. « Votre nom » répéta-t-il. Cette fois, ce n'était pas une demande, mais un ordre doux. Juliette hésita puis leva le menton avec défi. Juliette Costa. Et avant que vous ne posiez la question, je suis brésilienne, je travaille légalement ici, et je n'ai rien fait de mal, sauf souligner votre manque d'éducation. Juliette Costa, répéta-t-il comme s'il testait le nom sur ses lèvres. Vous êtes intéressante et courageuse, incroyablement folle, mais courageuse. Il se tourna vers Chloé qui était pâle comme un linge. Mes excuses de vous avoir fait tomber. Ce fut une négligence impardonnable de ma part et de celle de mon équipe. Chloé réussit à peine à balbutier son acceptation, mais Juliette fronça les sourcils. Quelque chose dans ses excuses semblait stratégique, comme s'il les faisait non pas parce qu'il les ressentait, mais parce qu'il voulait voir sa réaction. « Et pour moi ?» insista-t-elle, sachant qu'elle s'enfonçait davantage mais incapable de s'arrêter. « Je n'ai pas à m'excuser auprès de vous, » répondit Antoine, ce presque sourire revenant. « Vous n'avez pas été blessé physiquement. » Mais il fit une pause comme s'il considérait quelque chose. « Vous m'intriguez, personne ne m'a jamais parlé ainsi, jamais en fait. Alors je vous fais une offre. Dînez avec moi ce soir. Considérez cela comme une compensation pour avoir perturbé votre après-midi de shopping. » « Non ?» dit Juliette immédiatement, se surprenant elle-même par la fermeté de sa voix. « Je n'ai pas besoin de votre charité ou de votre compensation. J'avais juste besoin que vous reconnaissiez votre erreur. Puisque vous l'avez fait avec mon ami, nous sommes quittes. » Elle prit le bras de Chloé et commença à s'éloigner. Chaque pas était une victoire silencieuse. Mais alors, la voix d'Antoine l'atteignit, chargée de quelque chose qui fit dresser les cheveux sur la nuque de Juliette. « Personne ne me dit non, Juliette Costa. Personne. Je découvrirai tout sur vous. Et quand nous nous reverrons, vous regretterez d'avoir refusé mon invitation quand elle vous a été offerte gentiment. » C'était une promesse et une menace à la fois, et Juliette sut avec une certitude terrifiante qu'elle venait de se faire un ennemi de l'homme le plus puissant de Paris. Dans les 3 jours qui suivirent, Juliette tenta de se convaincre que rien ne changerait, que la rencontre au magasin n'avait été qu'un moment étrange qui serait oublié. Mais Chloé était hystérique, appelant plusieurs fois par jour pour vérifier si Juliette avait toujours son emploi, toujours son visa, n'avait pas été arrêtée pour irrespect envers un membre de la famille princière. « Tu ne comprends pas comment les choses fonctionnent ici », insistait Chloé pour la 10e fois, alors qu'elle prenait un café à la cafétéria près du bureau où Juliette travaillait. « Le prince Antoine n'est pas seulement puissant, il est impitoyable. Il y a des histoires sur lui, sur la façon dont il a détruit des hommes d'affaires qui l'ont contrarié, comment il a brisé des carrières d'un mot. Et tu lui as crié dessus en public, en public. » Juliette remuait son café, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était. La vérité était qu'elle dormait mal depuis ce jour, sursautant chaque fois que son téléphone sonnait, s'attendant à une terrible conséquence. Mais rien ne s'était passé, absolument rien. Jusqu'au jeudi après-midi, lorsque son patron, M. Dubois, l'appela dans son bureau avec une expression qui ne révélait rien. Juliette entra le cœur battant, les mains moites. M. Dubois était un homme juste, qui l'avait toujours bien traité, mais il était aussi pragmatique. Si quelqu'un de puissant exigeait sa tête, il n'hésiterait pas. « Juliette, » commença-t-il en lui faisant signe de s'asseoir, « j'ai reçu un appel très intéressant ce matin du cabinet du prince Antoine de Montaigne. » L'estomac de Juliette se serra. C'était la fin de sa carrière à Paris, peut-être la fin de son séjour dans le pays entier. Elle se prépara au pire. « Ils veulent vous embaucher, Juliette. » Il fallut un instant à Juliette pour que les mots s'enregistrent. « En tant que quoi ?» Juliette cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Embaucher. Spécifiquement, ils ont sollicité vos services comme traductrice et interprète culturelle personnelle pour le prince. Le contrat serait de 6 mois initialement, avec un salaire. » Il cita un chiffre qui fit écarquiller les yeux de Juliette et tous les avantages inclus, logement,
transport, assurance santé premium. Cela n'a aucun sens, dit Juliette lentement, son esprit s'emballant. Pourquoi me voudrait-il à son service, après ce qui s'est passé? Monsieur Dubois haussa les épaules, mais il y avait de la curiosité dans ses yeux. Le message que j'ai reçu était très précis. Le prince Antoine a été impressionné par les compétences linguistiques et le courage de mademoiselle Costa et estime qu'elle serait parfaitement adaptée pour traiter avec des délégations internationales. Juliette, c'est une opportunité que la plupart des gens ne font que rêver. Travailler directement pour la famille de Montaigne ouvre des portes que vous n'imaginez même pas. Eux ou les ferme toutes si je refuse, murmura Juliette, commençant à comprendre. Ce n'était pas une offre d'emploi, c'était un piège soigneusement tendu. Antoine avait dit que personne ne lui disait non. C'était sa manière de s'assurer qu'elle n'ait pas d'autre choix que d'être près de lui, selon ses termes, et sur son territoire. C'était un coup de force déguisé en généreuse opportunité. « Puis-je refuser ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Monsieur Dubois hésita, puis soupira. « Techniquement, oui, mais Juliette, soyons réalistes. Refuser une demande directe de quelqu'un dans la position du prince serait imprudent. Et franchement, même si je voulais vous protéger des conséquences, je n'aurais pas le pouvoir de le faire. Mon conseil, acceptez le poste. Faites un excellent travail pendant 6 mois et revenez ici avec une référence qui fera de vous l'une des traductrices les plus recherchées de la région. » Il avait raison, et tous deux le savaient. Mais l'idée de travailler pour Antoine, de le voir quotidiennement, d'être sous sa tutelle directe, faisait naître quelque chose d'étrange dans la poitrine de Juliette. Un mélange de peur et de quelque chose de dangereusement proche de l'anticipation. Non, cela ne pouvait pas être. Elle était juste nerveuse, rien de plus. « Quand veulent-ils que je commence ?» demanda-t-elle, résignée. « Lundi, » répondit monsieur Dubois. « Ils enverront une voiture vous chercher et vous emmener au château pour l'orientation. Juliette, » il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Soyez prudente. Le prince Antoine est connu pour être juste, mais exigeant, et il y a des rumeurs, sur sa vie personnelle. Gardez simplement votre professionnalisme en tout temps. » L'avertissement de monsieur Dubois résonna dans l'esprit de Juliette tout le week-end. Elle chercha tout ce qu'elle pouvait sur Antoine de Montaigne, et ce qu'elle trouva était à la fois impressionnant et intimidant. Il avait 34 ans, avait étudié à Sciences Po et HEC Paris, parlait 6 langues couramment. Il avait pris le contrôle des affaires familiales à 25 ans, après le décès prématuré de son père, et avait depuis multiplié la fortune familiale par 10. Il était connu pour être intelligent, impitoyable en affaires, et un philanthrope généreux. Il était également connu pour être intensément privé, sans scandale, sans relations publiques, aucune information sur sa vie personnelle, en dehors d'événements officiels occasionnels où il apparaissait seul. « C'est comme s'il n'était pas entièrement humain », murmura Juliette pour elle-même, faisant défiler une autre photo de lui lors d'un événement formel, l'air absolument impeccable et complètement inaccessible. Mais elle se souvenait de ses yeux dans le magasin, de la façon dont il l'avait étudié. Il y avait quelque chose de très humain dans ce regard, quelque chose qui la troublait d'une manière qu'elle refusait d'examiner de trop près. Le lundi matin, une Mercedes noire s'arrêta devant son immeuble, exactement à 7 heures, comme promis. Le chauffeur était poli mais silencieux, la conduisant à travers Paris, tandis que le soleil matinal peignait les gratte-ciels d'or. Finalement, ils laissèrent la ville derrière eux, se dirigeant vers une zone plus éloignée où elle savait que les familles princières possédaient des propriétés privées. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était la magnificence absolue de ce qui l'attendait. Palais était un mot inadéquat pour le complexe qui se dressait devant elle. C'était une ville entière, murée de pierres dorées, avec des tours qui touchaient un ciel bleu impossible, des jardins qui défiaient le désert environnant avec une verdure luxuriante, et des portails massifs travaillés en or véritable, qui s'ouvrirent comme pour l'accueillir dans un autre monde. Ah mon Dieu,
murmura Juliette, oubliant brièvement sa nervosité dans une pure admiration. Le chauffeur esquissa un petit sourire, le premier signe d'émotion qu'il avait montré. Impressionnant, n'est-ce pas? Vous vous y habituerez. Mais tandis qu'ils étaient admis à travers ces portails dorés et que le château grandissait autour d'elle comme un être vivant de luxe et de pouvoir, Juliette doutait qu'elle s'y habitue un jour. Et plus effrayante encore, elle ne savait pas si elle le voulait. Une femme élégante d'âge moyen, vêtue d'une robe de soie noire brodée de motifs argentés complexes, attendait à l'entrée principale. Elle se présenta comme Amélie, l'assistante exécutive principale du prince, et son expression était polie, mais distante, évaluant Juliette avec des yeux qui ne perdaient rien. « Bienvenue au château de Montaigne, mademoiselle Costa », dit-elle dans un anglais parfait avec un accent britannique. « Je vais vous expliquer vos responsabilités et vous montrer vos appartements. Le prince sera disponible à 10 heures pour une discussion plus détaillée sur les attentes. » Juliette suivit Amélie à travers des couloirs qui semblaient interminables, chacun plus ornementé que le précédent. Des plafonds avec des fresques dorées, des sols en marbre qui reflétaient comme des miroirs, des portes sculptées qui racontèrent des histoires silencieuses de générations. Des domestiques s'inclinaient à leur passage, évitant soigneusement de les regarder directement. Le château était un musée vivant de richesses inimaginables, mais il y avait aussi quelque chose de presque oppressant dans ce luxe, comme si le poids de tant d'attentes saturait l'air même. « Voici vos appartements », annonça Amélie, ouvrant une double porte qui révéla une suite plus grande que tout l'appartement où Juliette vivait auparavant. Il y avait un salon, avec des meubles qui ressemblaient à de précieuses antiquités, une chambre avec un lit si grand qu'il pourrait accueillir 4 personnes, une salle de bain en marbre avec une baignoire qui ressemblait à une petite piscine et un balcon privé avec vue sur des jardins qui s'étendaient à perte de vue. « Vous n'avez pas besoin d'habiter ici », expliqua Amélie en voyant l'expression de Juliette. « Beaucoup de personnel préfèrent garder leur maison, mais ces appartements sont disponibles si vous avez besoin de travailler tard ou de commencer tôt. Il y a aussi une garde-robe avec des vêtements appropriés pour diverses occasions. Le prince s'attend à ce que tous les membres de son équipe se présentent impeccablement lorsqu'ils représentent la famille. » Juliette toucha l'une des blouses suspendues. Soie pure, coupe parfaite, coûtant probablement plus que son salaire mensuel précédent. « C'est beaucoup, » dit-elle faiblement. « Le prince valorise l'excellence en tout, » répondit Amélie, et il y avait quelque chose dans son ton qui fit regarder Juliette plus attentivement. « Puis-je vous donner un conseil, mademoiselle Costa ?» Amélie continua, sa voix baissant légèrement. « Je travaille pour la famille de Montaigne depuis 15 ans. J'ai vu beaucoup de gens entrer et sortir. Ceux qui survivent, ceux qui prospèrent, sont ceux qui comprennent les règles dès le début. »« Et quelles sont les règles ?» demanda Juliette, sentant une tension commencer à se former entre ses épaules. « Première, le prince Antoine ne tolère pas les mensonges ou la manipulation, mais il apprécie l'honnêteté, même inconfortable. Deuxième, il attend une loyauté absolue de ceux qui font partie de son cercle intime. Troisième, elle hésita comme si elle considérait ce qu'elle devait révéler. Troisième, c'est un homme aux passions intenses, bien qu'il les contrôle remarquablement bien. Mais quand quelque chose ou quelqu'un capte son intérêt véritable, il n'abandonne pas avant de l'avoir entièrement compris. Je vous dis cela parce qu'il vous a spécifiquement demandé, mademoiselle Costa. En 15 ans, je ne l'ai jamais vu faire cela. Soyez très, très prudente. » Les mots étaient un avertissement et quelque chose de plus. Et Juliette sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Vous pensez qu'il m'a amené ici pour des raisons personnelles, pas professionnelles ?» Amélie ne répondit pas directement. Elle esquissa juste un petit sourire triste. « Je pense que vous avez fait une impression que peu de gens parviennent à faire sur le prince. Ce qu'il fera de cette impression, eh bien, cela dépend autant de vous que de lui. Maintenant, je vous laisse vous rafraîchir. Un guide viendra vous chercher à 10h15 pour vous emmener à son bureau. »
Une fois seule, Juliette s'enfonça dans le canapé luxueux, essayant de tout assimiler. 3 jours auparavant, elle était une traductrice ordinaire, vivant une vie modeste mais satisfaisante. Maintenant, elle était dans un château, portant des vêtements qui coûtaient une fortune, sur le point d'affronter un homme qui apparemment n'acceptait pas de non comme réponse, et qui s'intéressait à elle, un intérêt dont la nature, elle n'osait pas trop se rapprocher. Une partie d'elle, une petite partie mais insistante, lui chuchotait qu'elle aurait dû rester en colère au magasin, qu'elle aurait dû accepter la situation et passer à autre chose. Mais une partie plus grande, la partie qui l'avait maintenue en vie et se battant dans la cité où elle avait grandi, lui disait qu'elle ne regretterait jamais d'avoir défendu une amie, d'avoir maintenu sa dignité même face au pouvoir absolu. À 10h15, un jeune employé timide vint la chercher, la guidant à travers d'autres couloirs jusqu'à une zone clairement plus privée du château. Des gardes discrets, mais armés, étaient postés à intervalles réguliers, leur faisant signe de passer lorsqu'ils la reconnaissaient. Finalement, ils s'arrêtèrent devant des portes en bois massif, travaillées avec une calligraphie arabe que Juliette reconnut comme un verset du Coran sur la justice et la sagesse. L'employé frappa doucement, une voix profonde de l'intérieur ordonna l'entrée, et la porte s'ouvrit pour révéler un bureau qui était en quelque sorte plus intimidant que tout le château extravagant. Il était grand, mais pas excessivement. Décoré de meubles en bois sombre et en cuir, les murs recouverts d'étagères remplis de livres dans une demi-douzaine de langues. Il y avait un immense bureau près des fenêtres qui offrait une vue imprenable sur la campagne au-delà des jardins. Et derrière ce bureau, illuminé par le soleil du matin qui créait une sorte d'aura autour de lui, se tenait Antoine. Il se leva quand elle entra, et Juliette fut de nouveau frappée par sa pure présence physique. Comment il remplissait l'espace, comment ses yeux semblaient voir à travers toutes les défenses. Il portait à nouveau un costume traditionnel impeccable, mais cette fois elle remarqua des détails qui lui avaient échappé dans sa colère au magasin. La qualité irréprochable du tissu, l'ornement sur les épaules qui indiquait sa haute position, l'agrafe en or pur, maintenant sa coiffe blanche. « Mademoiselle Costa », dit-il, et il y avait quelque chose de presque amusé dans son ton. « Je suis ravi que vous ayez décidé d'accepter mon offre. » « Je n'avais pas vraiment le choix, » rétorqua Juliette avant de pouvoir se censurer, et elle le regretta immédiatement quand son guide à côté d'elle haleta de façon audible. Mais Antoine se contenta de sourire, un vrai sourire cette fois, qui transforma complètement son visage, le faisant passer d'austère à presque beau. Non, pas beau, mais d'une attraction dévastatrice qui fit se contracter l'estomac de Juliette d'une manière qui n'aurait certainement pas dû. « Non » acquiesça-t-il. « Vous n'aviez pas le choix, mais je suis satisfait que vous soyez assez intelligente pour reconnaître quand vous êtes dans une situation sans issue possible. Asseyez-vous, nous avons beaucoup à discuter. » Juliette s'assit sur la chaise indiquée, se forçant à maintenir une posture droite et une expression neutre. Le guide se retira silencieusement, en fermant la porte et les laissant seuls d'une manière qui tout à coup parut beaucoup trop intime au goût de Juliette. « Pourquoi suis-je vraiment ici ?» demanda-t-elle directement, décidant que l'honnêteté qu'Amélie avait mentionnée était la meilleure approche. « Vous n'avez pas besoin d'une traductrice particulière. Vous parlez quoi, 6 langues ?»« 7 actuellement, » corrigea Antoine, se calant dans sa chaise et l'étudiant avec cette intensité qui lui faisait picoter la peau. « Et vous avez raison. Je n'ai pas besoin d'une traductrice au sens technique, mais j'ai besoin de quelque chose que vous avez démontré posséder au magasin, une perspective que personne dans mon cercle habituel n'a le courage de me fournir. »« Une perspective ?» répéta Juliette confuse. « Vous m'avez amené ici parce que je vous ai crié dessus. Je vous ai amené ici, » dit Antoine lentement, comme s'il choisissait chaque mot avec soin, « parce qu'au milieu de centaines de personnes qui m'ont vu bousculer votre ami, vous avez été la seule à avoir le courage de me confronter. Pas pour un gain personnel, pas pour l'attention, mais parce que c'était juste. Juliette Costa,
J'ai vécu toute ma vie entouré de gens qui disent oui, qui acquiescent à chacune de mes paroles, qui ne contestent jamais mes décisions. C'est étouffant et dangereux pour un homme dans ma position. J'ai besoin de quelqu'un qui dira la vérité, peu importe à quel point elle est inconfortable, et vous avez démontré que vous êtes cette personne. Il y avait quelque chose de vulnérable dans cette admission, une petite fissure dans l'armure de contrôle parfait qu'il présentait au monde. Et Juliette, contre tout instinct de survie, sentit de la sympathie commencer à se former. Les premiers jours de travail furent étrangement normaux. Juliette accompagnait Antoine à des réunions avec des délégations internationales, traduisant si nécessaire, mais principalement observant, apprenant les rythmes de son monde. Elle le vit négocier un accord de plusieurs milliards avec des hommes d'affaires chinois avec une patience qui frôlait l'ennui. Elle le vit écouter les préoccupations d'anciens sages sur les droits à l'eau dans le désert avec un respect absolu. Elle le vit réviser des propositions caritatives tard dans la nuit, s'assurant que chaque centime était utilisé efficacement. Et lentement, l'image qu'elle avait de lui, puissant, arrogant, intouchable, commença à se compliquer. Il était tout cela, oui, mais c'était aussi un homme qui travaillait 16 heures par jour, qui se souvenait des noms des employés de rang inférieur et s'enquérait de leur famille, qui s'agaçait visiblement du gaspillage ou de l'inefficacité, mais ne criait jamais, devenant juste de plus en plus froid jusqu'à ce que le problème soit résolu. À la fin de la première semaine, lors d'une réunion particulièrement tendue, avec un consortium d'investisseurs européens qui tentaient de le pousser à accepter des conditions défavorables, Antoine se tourna vers Juliette et fit quelque chose qui la surprit, ainsi que toutes les personnes présentes dans la salle. « Mademoiselle Costa, quelle est votre opinion sur cette proposition ?» Tous les regards se tournèrent vers elle, certains curieux, d'autres clairement désapprobateurs. Qu'une femme et une étrangère soient consultées sur des questions d'affaires sérieuses. Juliette hésita une seconde seulement, puis elle décida que s'il voulait de l'honnêteté, il aurait de l'honnêteté. Je pense qu'il compte sur vous pour accepter, parce qu'il serait embarrassant de refuser publiquement après qu'ils aient fait tout ce chemin. Mais les termes sont insultants. Ils conservent le contrôle de vote, limitent votre participation aux bénéfices et incluent une clause de sortie qui leur permet de se retirer sans pénalité. Mais vous restez liés pendant 10 ans. C'est un piège déguisé en partenariat. Le silence qui suivit était à couper le souffle. Les investisseurs rougirent, l'un commençant à protester, mais Antoine leva la main, les faisant taire tous. « Précisément mon évaluation », dit-il calmement, fermant le dossier devant lui. « Messieurs, je respecte que vous soyez venus de si loin, mais je ne peux accepter des termes qui insultent mon intelligence. Si vous souhaitez reconsidérer et revenir avec une offre réelle, vous serez les bienvenus. Sinon, je crains que nous n'ayons tous perdu notre temps aujourd'hui. » Il se leva, indiquant que la réunion était terminée, et les investisseurs n'eurent d'autre choix que de partir, visiblement furieux, mais impuissants. Lorsque la porte se referma derrière eux, Juliette s'attendait à quoi? Une réprimande pour avoir été si directe? Mais au lieu de cela, Antoine se mit à rire. Un rire riche et sincère qui transforma complètement son expression austère. « Vous auriez dû voir leur visage, dit-il, riant encore. Ils croient pouvoir me tromper comme si j'étais un prince sot de conte de fées. Merci pour votre honnêteté, Juliette. C'était exactement ce dont j'avais besoin. » « Vous saviez déjà que vous alliez refuser, » réalisa-t-elle soudain. « Vous m'avez demandé mon avis juste pour... » « Pourquoi? Me tester? Les embarrasser? » ?»« Les deux, » admit Antoine sans honte. « Et pour qu'ils sachent que j'ai des gens dans mon équipe qui n'ont pas peur de dire la vérité. Cela les fera réfléchir à 2 fois avant d'essayer de me tromper à nouveau. » Il y avait quelque chose de presque malicieux dans son sourire, un côté de lui auquel Juliette ne s'attendait pas, et elle se retrouva à lui rendre son sourire avant de pouvoir s'arrêter. « Vous êtes manipulateur, » l'accusa-t-elle, mais sans réel. « Juste stratégique, » corrigea-t-il. « La différence. Venez, je vais vous montrer quelque chose. »
Il la conduisit à travers le château jusqu'à une zone clairement privée. Des ailes où même le personnel n'entrait pas sans autorisation expresse. Juliette sentit la nervosité revenir, consciente qu'ils étaient de plus en plus seuls, plus loin des regards publics. Mais la curiosité l'emporta sur la prudence. Finalement, ils arrivèrent devant une porte qu'Antoine ouvrit avec un code d'empreinte digitale révélant une bibliothèque, mais pas n'importe quelle bibliothèque. C'était un immense salon de 2 étages. Les murs couverts du sol au plafond de livres, des escaliers roulants reliant les niveaux, des vitraux filtrant une lumière colorée sur des tables de lecture dispersées dans des arrangements accueillants. Mon endroit préféré de tout le château, admit Antoine en entrant et en lui faisant signe de le suivre. Mon grand-père a commencé cette collection. Mon père l'a agrandie et maintenant c'est ma responsabilité de la poursuivre. Il y a ici des premières éditions qui valent plus que de petits pays, mais la vraie valeur n'est pas dans le prix, elle est dans le savoir qu'elles contiennent. Il toucha le dos d'un livre ancien avec une révérence que Juliette ne s'attendrait jamais à voir chez un homme de son pouvoir et de son influence. « Pourquoi me montrez-vous cela ?» demanda Juliette doucement, sentant qu'il franchissait une sorte de limite invisible. « Parce que je veux que vous compreniez, » répondit Antoine, se retournant pour lui faire face. Ils étaient proches maintenant, trop proches pour le confort de Juliette, mais elle refusa de reculer. Tout le monde me voit comme un symbole, le pouvoir, la richesse, l'autorité, mais je ne suis qu'un homme, Juliette. Un homme qui aime les livres, qui préférerait passer une nuit à lire de la philosophie plutôt qu'à une fête, qui se sent parfois étouffé par le poids d'attente qu'il n'a jamais choisi, mais qu'il ne peut abandonner. Vous m'avez vu comme une personne au magasin, pas comme un titre, et j'ai besoin de quelqu'un qui continue de me voir ainsi. La vulnérabilité crue dans ces mots fit se serrer quelque chose dans la poitrine de Juliette. Elle voyait maintenant ce qu'Amélie avait essayé de lui avertir. Antoine était intéressé par elle. Pas romantiquement. Du moins, pas encore. Il était intéressé par elle en tant que personne, en tant que quelqu'un d'extérieur à son monde doré, mais étouffant, comme une connexion avec l'authenticité qui manquait à sa vie. C'était plus complexe et d'une certaine manière plus dangereux qu'une simple attraction. « Je vous vois », s'entendit dire Juliette, et elle savait que c'était vrai. « Je vois l'homme qui essaie de faire les choses bien, de porter des responsabilités qui écraseraient des personnes moindres, mais qui a aussi construit une cage dorée autour de lui. Et je comprends, Antoine, plus que vous ne l'imaginez. Je viens aussi d'un endroit où j'ai dû construire des murs pour survivre. Mais voici le problème avec les murs. Ils vous protègent, mais ils vous emprisonnent aussi. » Elle fit un pas en arrière, brisant l'intensité du moment. « Je vous remercie de me faire confiance suffisamment pour me montrer cela, mais je dois être honnête, j'ai peur. Pas de vous, mais de ce que cela. » Elle fit un geste entre eux. « Quoi que ce soit pourrait devenir. J'ai une vie ici. Un travail que j'ai construit, une indépendance pour laquelle j'ai lutté. Je ne peux pas risquer tout cela pour... Pourquoi? Pour l'amitié, pour une connexion réelle dans un monde de superficialité, pressa Antoine, faisant un pas vers elle qui annula la distance qu'elle avait créée. Ou avez-vous peur de quelque chose de plus, Juliette? Et là, il y avait le non-dit que ni l'un ni l'autre ne voulait nommer. Il y avait une attraction entre eux. Il y en avait eu dès le moment où leurs regards s'étaient croisés au magasin. Mais l'attraction n'était qu'une petite partie de quelque chose de plus grand, de plus compliqué, impliquant des classes différentes, des mondes différents, des attentes impossibles. Avant que Juliette ne puisse répondre, le téléphone d'Antoine sonna avec une urgence incomparable. Il répondit avec irritation, mais l'irritation fit rapidement place à quelque chose de plus sérieux. Quand? Combien de blessés? Il enchaîna les questions dans un arabe trop rapide pour que Juliette puisse le suivre complètement. Je suis en route. Mobilisez les équipes médicales de tous les hôpitaux de la famille. Je veux des mises à jour toutes les 15 minutes. Il raccrocha. Transformation instantanée de l'homme vulnérable, partageant une bibliothèque en prince commandant, prenant le contrôle d'une crise.
Il y a eu une explosion sur un chantier de l'un de mes projets, expliqua-t-il rapidement à Juliette alors qu'il marchait de nouveau. 20 ouvriers blessés, 2 dans un état critique. Je dois y aller tout de suite. Vous. Il hésita, clairement divisé. Vous n'avez pas besoin d'y aller. Cela ne fait pas partie de vos fonctions. Mais vous voulez que j'y aille ? Réalisa Juliette, voyant le conflit dans ses yeux, parce que vous voulez une perspective honnête sur ce que vous y trouverez, sans le filtre de personnes qui essaient de vous protéger ou de présenter la situation sous un meilleur jour. Oui, admit Antoine, mais ce sera difficile, Juliette. Un accident de chantier n'est pas beau à voir. Moi, j'ai grandi dans une cité difficile, au Brésil, lui rappela Juliette. J'ai vu des choses difficiles. Je peux vous être utile. Le trajet jusqu'au chantier se fit dans un silence tendu. Une escorte de SUV noirs, fendant la circulation de Paris, sirène hurlante ouvrant le chemin. Juliette observait Antoine du coin de l'œil, voyant la transformation complète. La mâchoire serrée, les yeux concentrés, les mains passant des appels constants, coordonnant la réponse. Ils arrivèrent sur le chantier pour trouver un chaos contrôlé. Ambulance, police, équipe de secours recherchant encore d'éventuelles victimes. Antoine sortit avant que la voiture ne s'arrête complètement, se dirigeant immédiatement vers l'ingénieur en chef qui semblait au bord de l'effondrement. « Dites-moi tout », ordonna Antoine. « N'omettez rien, n'essayez pas de me protéger des mauvaises nouvelles, j'ai besoin des faits. » Ce qui suivit fut une enquête chirurgicale. Antoine examina les plans, interrogea les témoins, inspecta le lieu de l'explosion avec des yeux entraînés qui voyaient des schémas que d'autres manquaient. Et à travers tout cela, Juliette observait, voyant un homme différent de celui qu'elle avait vu lors de réunions élégantes ou de moments vulnérables dans la bibliothèque. C'était Antoine en mode résolution de problèmes complets, et c'était à la fois impressionnant et un peu effrayant. « Ce n'était pas un accident », dit Antoine finalement, sa voix dure comme la pierre. « Regardez ici, ici et ici. Le schéma de l'explosion n'est pas compatible avec une fuite de gaz ou une erreur de construction. C'était un sabotage délibéré. » L'ingénieur en chef blêmit. « Monsieur, je ne sais pas comment cela a pu arriver. Nous avons une sécurité rigoureuse, des procédures. Et clairement, quelqu'un les a contournées, » coupa Antoine. « Je veux le nom de chaque personne qui a eu accès à ce site au cours des 3 derniers jours. Je veux les enregistrements de sécurité, les registres d'entrée, tout. Et je veux cela sur mon bureau dans 2 heures. » Il se tourna vers l'assistante qui s'était matérialisée à ses côtés. « Contactez les familles de chaque travailleur blessé. Toutes les dépenses médicales seront entièrement couvertes, et sans limite. Ceux qui ne peuvent pas travailler recevront leur salaire complet jusqu'à leur rétablissement total, et double compensation pour les familles des 2 cas critiques. S'ils ne survivent pas. » Sa voix flancha brièvement. « Leurs familles seront prises en charge pour le reste de leur vie. » C'était la chose juste à faire, mais plus que cela, c'était personnel pour lui. Juliette pouvait le voir à la façon dont il regardait le site, à la tension de ses épaules, à la façon dont sa mâchoire se serrait. Il se sentait responsable, non seulement légalement, mais moralement. « Vous ne pouviez pas prévoir cela, » dit Juliette doucement lorsqu'ils eurent un moment d'intimité relative. « Si c'était vraiment un sabotage, la faute incombe à celui qui l'a fait, pas à vous. »« Mais c'est arrivé sous mon commandement, » répondit Antoine, les yeux fixés sur l'ambulance qui partait avec l'un des blessés. « Sur ma propriété, dans mon projet, chaque personne qui a été blessée aujourd'hui l'a été en travaillant pour construire ma vision. Comment puis-je ne pas me sentir responsable ? » « Parce que vous n'êtes pas Dieu, » dit Juliette directement. « Vous n'êtes qu'un humain, Antoine, puissant, oui, influent sans aucun doute, mais toujours humain, et les humains ne peuvent pas tout contrôler, ne peuvent pas protéger tout le monde. Ce qu'ils peuvent faire, c'est réagir avec compassion et justice quand de mauvaises choses arrivent. Et vous faites exactement cela. » Antoine la regarda, puis la regarda vraiment, et quelque chose passa entre eux. La reconnaissance, peut-être, qu'ils se voyaient l'un l'autre à des niveaux de plus en plus profonds. « Comment faites-vous cela ?» demanda-t-il. « Faire quoi »
dire exactement ce que j'ai besoin d'entendre sans me donner l'impression d'être condescendant ou manipulé. C'est rare, précieux. Peut-être parce que je n'ai pas d'arrière-pensée, répondit Juliette honnêtement. Je ne veux rien de vous au-delà de ce que je reçois déjà. Un emploi, un salaire équitable, la chance de faire un travail qui compte. Il est plus facile d'être honnête quand on n'essaie pas d'obtenir quelque chose. Les semaines suivantes furent un tourbillon. L'enquête sur le sabotage révéla un réseau de corruption qui s'étendait plus profondément que quiconque ne l'avait prévu. Des inspecteurs soudoyés, des employés infiltrés par des concurrents peu scrupuleux, désireux de retarder le projet d'Antoine, jusqu'à des menaces voilées contre les travailleurs qui pensaient dénoncer des irrégularités. Antoine géra tout cela avec une efficacité implacable, renvoyant les coupables sans hésitation, remettant les preuves criminelles aux autorités, mais aussi en mettant en œuvre de nouveaux protocoles de sécurité qui devinrent la norme pour toute l'industrie de la construction à Paris. Et à travers tout cela, Juliette était là, non seulement comme traductrice, mais comme caisse de résonance, comme voix de la raison, lorsque sa colère menaçait de se transformer en vengeance, comme un rappel qu'au centre de tout cela se trouvaient des personnes réelles, avec des vies réelles qui dépendaient de ses décisions. Ils développèrent un rythme, un partenariat qui fonctionnait, parce qu'ils étaient différents, mais complémentaires. Il avait le pouvoir et les ressources. Elle avait la perspective et l'empathie. Ensemble, ils devinrent plus efficaces que séparés. Et inévitablement, travaillant si proches, les frontières commencèrent à s'estomper. Il y eut un moment où Antoine prit sa main, distraitement, lors d'une téléconférence particulièrement stressante, entrelaçant leurs doigts comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Juliette aurait dû la retirer. Elle aurait dû réaffirmer les limites professionnelles. Au lieu de cela, elle la serra en retour, offrant un soutien silencieux que les mots ne pouvaient exprimer. Il y eut une nuit tardive où ils étaient eux seuls dans son bureau, révisant la proposition finale du nouveau protocole de sécurité, et Juliette s'endormit sur le canapé, épuisée. Elle se réveilla avec la douce lumière du matin, se retrouvant couverte d'un châle en cachemire qu'elle reconnut comme appartenant à Antoine. Un mot plié sur la table basse à côté, « Vous travaillez trop. Prenez votre matinée de congé. » Ah, c'étaient de petites choses, des moments qui, individuellement, ne signifiaient rien mais qui collectivement s'ajoutaient à quelque chose qu'aucun d'eux n'était prêt à nommer. Et puis vint la nuit qui changea tout. C'était un dîner de gala caritatif qu'Antoine organisait chaque année, un événement où des milliardaires du monde entier se réunissaient pour concourir en dons pour des causes choisies. Amélie avait insisté pour que Juliette y aille, non pas en tant qu'employée, mais en tant qu'invitée, ce qui signifiait une transformation complète. Coiffure et maquillage professionnels, une robe qui était une œuvre d'art en soie, bleu nuit brodée d'argent, rappelant des étoiles, des chaussures qui coûtaient probablement plus que sa voiture. Quand elle descendit le grand escalier vers la salle de bal, elle vit Antoine aux pieds, et la façon dont il la regarda lui coupa le souffle. Ce n'était pas seulement de l'appréciation, c'était de la faim, du désir et quelque chose de plus profond qui fit le cœur de Juliette battre dangereusement vite. « Vous êtes éblouissante », dit-il quand elle l'atteignit, lui offrant son bras formellement, mais ses yeux disaient des choses qui étaient loin d'être formelles. « Vous allez faire sensation ce soir. Je ne suis pas sûr que ce soit bon ou mauvais dans votre monde, » répondit Juliette, essayant la légèreté, même si son pouls accéléré trahissait l'effet qu'il avait sur elle. « Ce soir, » dit Antoine d'une voix assez basse pour qu'elle seule l'entende, « je me moque de mon monde, je veux juste profiter de chaque instant avec la femme qui est devenue très importante pour moi. » Et c'était là, une admission qui changeait tout et rien à la fois. La salle de bal était un spectacle de luxe qui rendait même les événements les plus extravagants modestes. Des lustres de cristal de la taille de petites voitures pendaient du plafond, des tables décorées d'arrangements floraux qui étaient des œuvres d'art vivantes. Un orchestre jouait de la musique qui mélangeait l'arabe traditionnel avec le classique occidental, et des gens,
Des centaines d'entre eux, parés de bijoux qui pouvaient payer les dettes de petits pays, vêtus de robes de créateurs que Juliette ne connaissait que par les magazines, parlaient nonchalamment de yachts et de jets privés, comme d'autres discutaient du temps. Juliette se sentit immédiatement à sa place, comme si elle portait des vêtements empruntés et que quelqu'un allait découvrir à tout moment qu'elle n'appartenait pas là. Mais Antoine la garda près de lui, la main dans le bas de son dos, la présentant à chaque personne importante qui s'approchait, non pas comme une employée, mais comme « ma chère amie Juliette Costa, qui est une partie essentielle de mon équipe ». Le changement de langage ne passa pas inaperçu, surtout auprès des femmes. Certaines regardaient Juliette avec curiosité, d'autres avec une jalousie mal dissimulée. Une femme en particulier fixa son attention sur Juliette d'une manière troublante. Grande, élégante, couverte de diamants qui valaient probablement plus que toute la vie de Juliette, avec des yeux froids qui évaluaient et jugeaient en un seul regard. Elle s'approcha pendant un intermède, alors qu'Antoine était brièvement entraîné dans une conversation avec l'ambassadeur, se déplaçant avec la grâce prédatrice de quelqu'un qui connaissait exactement son pouvoir et n'avait pas peur de l'utiliser. « Alors, vous êtes la Brésilienne dont tout le monde parle », dit-elle dans un anglais parfait, mais avec un accent que Juliette reconnut comme libanais. « Juliette, n'est-ce pas ?»« Oui », répondit Juliette avec prudence, n'aimant ni le ton ni la façon dont la femme lui bloquait délibérément le passage. « Et vous êtes Madame Béatrice de La Rochelle, vieille amie de la famille de Montaigne, très vieille même. En fait, Antoine et moi avons une histoire. » La façon dont elle dit le dernier mot laissa entendre très clairement de quel genre d'histoire il s'agissait. Juliette sentit quelque chose de désagréable se tordre dans son estomac. « La jalousie », réalisa-t-elle avec inconfort. « Tant mieux pour vous », répondit Juliette, gardant sa voix neutre. « Si vous voulez bien m'excuser... »« Oh non, ma chère, je n'ai pas fini, » interrompit Béatrice, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Voyez-vous, j'ai pensé être gentille et vous donner un avertissement. Antoine est un collectionneur de choses rares, d'expériences uniques, de personnes intéressantes. Il est fasciné pendant un temps, étudie intensément l'objet de son attention et puis... » Elle haussa élégamment les épaules. « Il perd intérêt et passe à la chose brillante suivante. Je l'ai vu arriver des dizaines de fois. » Les mots étaient calculés pour blesser, pour planter des graines de doute et de malédiction. Et ils fonctionnèrent, car une partie de Juliette avait pensé exactement cela, qu'elle n'était qu'une nouveauté temporaire, une perspective extérieure qu'Antoine explorerait jusqu'à ce que le mystère soit résolu, puis il la jetterait. « Merci de votre sollicitude, » força Juliette entre des dents serrées. « Mais je peux prendre soin de moi. »« Vraiment ?» défia Béatrice, regardant Juliette de haut en bas avec un mépris à peine dissimulé. « Vous venez d'une cité brésilienne, vous travaillez pour vivre, vous n'avez pas de relation, pas de famille de valeur. Antoine est un prince, ma chère, littéralement. Quand l'amusement sera terminé, et il le sera, vous serez jeté. Et un homme comme lui ne regardera même pas en arrière. J'essaie de vous épargner un chagrin d'amour inévitable. Qu'est-ce que vous essayez de faire ?» Une voix profonde coupa entre elles, les faisant toutes deux sursauter. Planter la discorde là où elle n'existe pas, et cela a lamentablement échoué, Béatrice. Il s'était matérialisé aux côtés de Juliette, et il y avait quelque chose de dangereux dans son ton qui fit même Béatrice reculer légèrement. « Antoine, j'étais juste en train de partir. » Il termina pour elle, sa voix froide comme la glace. « Et ne vous inquiétez pas de chercher une invitation pour le prochain événement. Il n'y en aura pas. » Béatrice devint livide, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson avant de se retourner et de partir avec autant de dignité qu'elle put rassembler. Antoine la regarda partir, avant de tourner toute son attention vers Juliette, ses mains tenant doucement ses épaules. « Combien avez-vous entendu ?» demanda Juliette, sa voix plus faible qu'elle ne l'avait voulu. « Suffisamment, » répondit Antoine, ses yeux cherchant les siens. Juliette ne la croyait pas,
Béatrice est d'une vieille famille qui a toujours espéré que nos noms seraient unis. Mais il n'y a jamais rien eu entre nous que de l'amitié. Une amitié qui, apparemment, ne comptait moins pour elle que je ne le pensais si elle est prête à être cruelle avec vous. Mais elle n'a pas complètement tort, s'entendit dire Juliette, toutes les insécurités qu'elle avait refoulées, remontant à la surface. Antoine, nous venons de mondes complètement différents. Vous vivez dans un château. Je viens d'une masure où j'avais de la chance si j'avais de l'eau courante. Vous dînez avec des rois. J'ai grandi en mangeant ce que nous pouvions acheter au jour le jour. Comment cela? Elle fit un geste entre eux. Pourrait-il fonctionner à long terme? Juliette, dit Antoine. Mais elle secoua la tête. J'ai besoin d'air. Je suis désolé. Elle s'éloigna avant qu'il ne puisse l'arrêter, naviguant à travers la foule de gens riches et puissants, jusqu'à trouver un balcon extérieur qui offrait une échappatoire bienvenue à la chaleur étouffante de la salle. La nuit d'été était froide et claire, les étoiles brillant avec une intensité qu'il n'y avait jamais en ville. Juliette s'appuya sur la balustrade, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées chaotiques. Elle s'était permis d'oublier la réalité fondamentale de sa situation. Peu importait la façon dont ils travaillaient bien ensemble, peu importaient les moments partagés, peu importait même qu'elle, Dieu lui vienne en aide, commençait à ressentir des choses pour Antoine qui allaient bien au-delà du professionnalisme ou de l'amitié. Il était un prince, elle était une traductrice. Il était l'un des hommes les plus riches du monde. Elle avait à peine des économies pour les urgences. Il avait des responsabilités envers sa famille, son héritage, des traditions qui dataient de siècles. Et elle était brésilienne, étrangère, sans les connexions ou le statut qui rendrait leur union acceptable aux yeux de son monde. « Vous pensez trop fort !» La voix d'Antoine vint de derrière elle, et elle réalisa qu'il l'avait suivie, malgré sa demande implicite d'être laissée seule. J'entends les rouages travailler d'ici. Pourquoi m'avez-vous amené ici ce soir? Demanda Juliette sans se retourner, regardant les étoiles qui semblaient moins compliquées que la vraie vie. Et ne me donnez pas de réponse politique sur le fait que je suis un membre précieux de votre équipe. Je veux la vérité, Antoine, au moins ça. Il y eut un long silence, puis elle le sentit s'approcher, s'arrêtant à ses côtés, mais sans la toucher, respectant l'espace qu'elle avait demandé. « Je vous ai amené ici, » dit Antoine finalement, sa voix chargée de quelque chose qui fit le cœur de Juliette s'accélérer, « parce que je vous voulais ici, parce qu'au cours des dernières semaines, vous êtes devenue la personne que je cherche quand j'ai une bonne nouvelle à partager, la personne en qui je fais confiance quand j'ai besoin de conseils, la personne dont l'avis compte plus que tout ambassadeur ou homme d'affaires dans cette salle. Et oui, parce que vous êtes belle et que je voulais l'occasion de vous voir briller dans une jolie robe, entourée du luxe qui devrait vous revenir de droit, pas seulement quand vous travaillez. » Il fit une pause, respirant profondément. « Mais par-dessus tout, je vous ai amené ici parce que je suis assez égoïste pour vouloir vous garder près de moi, même en sachant qu'il serait plus gentil de vous laisser partir avant que les complications ne deviennent impossibles à démêler. » Juliette se tourna finalement pour lui faire face, voyant le clair de lune argenté peindre ses traits dans des tons dramatiques de lumière et d'ombre. « Quelle complication !» murmura-t-elle, bien qu'une partie d'elle connaisse déjà la réponse. « Celles qui surgissent quand un homme comme moi commence à ressentir des choses pour une femme comme vous, qu'il ne devrait pas ressentir, mais qu'il ne peut pas arrêter, » admit Antoine finalement, disant à voix haute ce autour de quoi ils avaient tous deux tourné pendant des semaines. « Juliette, je suis en train de violer toutes les règles que je me suis fixées. J'ai gardé mes distances avec les relations sérieuses, parce que je savais qu'un jour, ma famille exigerait que j'épouse quelqu'un d'approprié, quelqu'un de la bonne famille, avec les bonnes connexions, qui comprendrait les exigences de ma position. C'était plus simple, plus propre. Cela évitait les complications et les cœurs brisés. « Alors pourquoi s'arrêter maintenant ?» défia Juliette. Même si son cœur bondissait à l'aveu qu'il avait fait, « Pourquoi risquer des complications avec moi ? Parce que vous me donnez envie de prendre des risques,
dit Antoine simplement. Parce que pour la première fois de ma vie, l'idée d'un mariage arrangé et commode semble moins attrayante que la possibilité de me réveiller chaque matin aux côtés de quelqu'un qui me connaît. Et qui me connaît vraiment, pas seulement mon titre ou mon pouvoir, mais l'homme derrière tout cela. Quelqu'un qui me défie, me fait rire, me maintient les pieds sur terre lorsque le monde du luxe menace de me déconnecter de la réalité. Quelqu'un comme vous. Et c'était la déclaration la plus proche que l'un d'eux ait faite pour admettre les sentiments croissants entre eux. Et Juliette savait que c'était un moment décisif. Elle pouvait reculer, réaffirmer les frontières professionnelles, protéger son cœur de la douleur que Béatrice avait prédite, ou elle pouvait faire un pas vers l'inconnu terrifiant, admettre qu'elle aussi ressentait des choses qu'elle ne devrait pas ressentir, voir où ce chemin impossible mènerait. « Antoine, commença-t-elle. Mais les mots moururent lorsque le mouvement soudain dans le jardin en contrebas attira l'attention des deux. Il y avait des silhouettes se déplaçant dans l'ombre, beaucoup d'entre elles se déplaçant avec un but furtif qui n'appartenait pas à l'élégante fête qui se déroulait à l'intérieur. Les instincts de sécurité d'Antoine réagirent instantanément, poussant Juliette derrière lui, la protégeant de son corps, tandis qu'il attrapait sa radio de poignet. Code rouge, possible violation de la sécurité, cadran haie, jardins inférieurs, confinement immédiat. Ce qui avait été un moment de vulnérabilité romantique se transforma en quelque chose de beaucoup plus dangereux, alors que les alarmes commençaient à retentir, et un danger réel menaçait non seulement leur cœur, mais leur vie. Le chaos éclata instantanément. Des agents de sécurité apparurent de nulle part, formant un périmètre protecteur autour du balcon, tandis que d'autres couraient vers les jardins où les silhouettes suspectes avaient été vues. Antoine garda Juliette derrière lui, le corps tendu et prêt, même s'il donnait des ordres calmes par radio. À l'intérieur de la salle, le système de sécurité avait activé un confinement. Des portes lourdes se refermaient automatiquement, des agents de sécurité guidant discrètement les invités confus vers les zones de sécurité désignées. « Ça pourrait n'être rien, » dit Juliette, essayant de se convaincre elle-même autant que lui. « Peut-être juste des gardes qui font leur ronde ou des jardiniers qui travaillent tard. Avec des mouvements coordonnés et en évitant les patrouilles connues, » coupa Antoine, toujours concentré sur les jardins en contrebas. « Non. » C'était délibéré. Quelqu'un a essayé d'infiltrer le château pendant l'événement, quand la sécurité serait distraite par des centaines d'invités. La question est « pourquoi ?» La réponse vint quelques minutes plus tard, lorsque le chef de la sécurité rapporta par radio « Monsieur, nous avons neutralisé 4 individus. Ils étaient en train de planter des dispositifs, des caméras et des micros, pas des explosifs, Dieu merci. Il semble s'agir d'une opération de surveillance, pas d'une attaque. Nous les interrogeons maintenant. » Antoine se détendit un minimum, mais la tension ne disparut pas complètement. « Maintenez le confinement jusqu'à ce que nous ayons des réponses. Je veux savoir qui les a envoyés et ce qu'ils cherchaient. » Il se tourna finalement vers Juliette, ses mains vérifiant automatiquement qu'elle allait bien. « Vous allez bien? Vous n'êtes pas blessé? » « Je vais bien, » assura Juliette, touchant légèrement son bras. « Mais vous? Cela arrive-t-il souvent? Des gens qui essaient de vous espionner? »« Plus que je ne voudrais l'admettre, » admit Antoine, une fatigue soudaine traversant ses traits. « Quand vous avez autant de pouvoir que moi, il y a toujours quelqu'un qui veut des informations. Concurrents commerciaux, gouvernements étrangers, médias, même des membres de la famille qui cherchent un avantage. » C'est la raison pour laquelle la sécurité est si stricte, parce que je fais confiance à si peu de personnes, et parce qu'amener quelqu'un dans mon monde, surtout quelqu'un pour qui je me soucie, est toujours un risque calculé, car ils deviennent aussi des cibles. Juliette réalisa une froide compréhension s'installant. N'importe qui près de vous devient une vulnérabilité potentielle. « Exactement, » confirma Antoine, la regardant avec une intensité qui lui fit se contracter l'estomac. Et avant que vous ne posiez la question, oui, j'y ai beaucoup réfléchi. Vous faire entrer plus profondément dans ma vie, permettre au sentiment de grandir entre nous, cela vous expose à un danger que vous n'avez pas demandé.
C'est égoïste de ma part même d'y penser. Alors pourquoi y penser? Défia Juliette, bien qu'elle sût qu'elle argumentait contre ses propres intérêts de survie. Pourquoi ne pas simplement me garder comme employé, garder une distance de sécurité? Parce que je suis fatigué de vivre toute ma vie derrière des murs, dit Antoine, avec une intensité qui fit le cœur de Juliette s'accélérer. Fatigué des relations superficielles avec des gens qui attendent quelque chose de moi. Fatigué de la solitude qui vient de ne jamais laisser personne vraiment proche. Et puis vous apparaissez, me criant dessus dans un magasin public, sans peur de mon titre ou de mon pouvoir, ne voyant qu'une personne, et pour la première fois j'ai pensé, peut-être que cela vaut le risque, peut-être que cela vaut la peine de rendre sa vie plus compliquée, si cela signifie que je n'ai pas à passer un jour de plus à faire semblant d'être complet quand je suis vide à l'intérieur. C'était l'admission crue qui coupa le souffle de Juliette. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la radio crépita de nouveau. « Monsieur, nous avons un problème. L'un des intrus demande à vous parler personnellement. Il dit avoir des informations que vous voudrez entendre sur Mademoiselle Costa. » Juliette sentit le sang se geler dans ses veines. Comment des intrus plantant des dispositifs de surveillance pouvaient-ils avoir quelque chose à voir avec elle? Antoine vit sa réaction et sa mâchoire se serra. « Amenez-le dans la salle d'interrogatoire sécurisée. Nous sommes en route. » Il regarda Juliette. « Vous n'avez pas besoin de venir. Vous pouvez attendre dans un endroit sûr. »« Si c'est à propos de moi, j'ai le droit de savoir. » interrompit Juliette, trouvant un courage qu'elle ne savait pas avoir. « Je viens. » Ils furent escortés à travers des couloirs de service que Juliette n'avait jamais vus, passant des couches de sécurité jusqu'à arriver à une salle sans fenêtre, équipée pour les interrogatoires. Là, assis menotté à une chaise avec 2 gardes armés à ses côtés, se trouvait un homme d'une trentaine d'années, d'apparence ordinaire, sauf pour des yeux calculateurs qui évaluèrent Juliette dès qu'elle entra. « Ah, la fameuse Juliette Costa !» dit-il en portugais avec un accent de banlieue parisienne qui la figea sur place. « Il vous a fallu du temps pour monter dans le monde, n'est-ce pas? De la cité au château d'un prince. Votre mère serait fière si elle savait qui vous êtes. »« Qui êtes-vous » exigea Juliette, le cœur battant la chamade. « Comment connaissez-vous ma mère ?»« Je m'appelle Marc, » répondit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Et non seulement je connais votre mère, mais je connais tout de vous, Juliette. Chaque secret sale, chaque petit mensonge que vous avez raconté pour obtenir la jolie vie que vous avez construite ici. » Antoine fit un pas menaçant vers Marc, mais Juliette l'arrêta d'une main sur son bras. « Laissez-le parler, » dit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne le ressentait. « Il a manifestement construit cette histoire dans un but précis. Écoutons. »« Intelligente et jolie, » observa Marc. « Je vais droit au but. Donc, j'ai été embauché par des concurrents du prince Antoine, peu importe lesquels, vous ne les connaîtriez pas, et pour collecter des informations compromettantes. Ils s'attendaient à trouver quelque chose sur des transactions commerciales douteuses, peut-être une petite corruption, des choses normales pour les hommes puissants. Mais ensuite, j'ai fait des recherches sur vous, Juliette, et j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus intéressant. » Il se pencha en avant autant que les chaînes le permettaient. Votre demande de visa pour travailler à Paris incluait une fausse déclaration. Vous avez dit que vous aviez un diplôme universitaire en traduction de la Sorbonne, n'est-ce pas? Sauf que non. Vous avez suivi des cours pendant 2 semestres avant que l'argent ne manque et que vous deviez abandonner. Vous avez falsifié le diplôme pour obtenir cet emploi et vous avez maintenu ce mensonge pendant 3 ans. Le silence dans la pièce était assourdissant. Juliette sentit le sol disparaître sous ses pieds, le visage brûlant de honte et de peur. C'était vrai. Chaque mot horrible était vrai. Elle avait falsifié ce diplôme, dans le désespoir, après que sa mère soit tombée malade et ait eu besoin d'une chirurgie coûteuse. Les emplois qu'elle pouvait obtenir sans diplôme ne payaient pas suffisamment. Alors, elle avait pris un risque désespéré, prévoyant de revenir et de terminer son diplôme un jour. Mais ensuite, l'opportunité de Paris était apparue.
Juliette, la voix d'Antoine était soigneusement neutre, mais elle pouvait entendre la trahison en dessous. Est-ce vrai? Juliette se força à le regarder, voyant l'avenir qu'ils avaient peut-être construit s'effondrer en temps réel. Oui, c'est vrai, j'ai falsifié le diplôme pour obtenir mon premier emploi ici. Mais Antoine, je suis bonne dans ce que je fais, probablement meilleure que la moitié des gens avec de vrais diplômes, parce que j'ai appris dans la rue, parce que j'ai dû. Vous avez menti, dit Antoine simplement. Et il y avait quelque chose de mort dans sa voix qui l'effraya plus que la colère. Sur des documents légaux pour obtenir l'entrée dans mon pays. Puis, vous avez maintenu ce mensonge, même lorsque vous avez commencé à travailler pour moi, même lorsque je vous ai fait confiance avec des informations sensibles, même lorsque... Il ne termina pas, mais ce n'était pas nécessaire. Même quand ils commençaient à ressentir quelque chose l'un pour l'autre. C'est un crime grave en France, continua Marc, appréciant clairement le drame. Fraude de visa, falsification de documents éducatifs, fausses déclarations. Cela pourrait entraîner la prison, l'expulsion définitive, l'interdiction de rentrer dans n'importe quel pays européen. Il regarda Antoine. Alors, voici l'accord que mes employeurs proposent. Vous nous donnez les informations que nous voulons sur l'accord pétrolier que vous négociez avec les Qataris, et nous gardons le sale secret de votre petit ami. Personne n'a besoin de savoir que le fier prince a été trompé par une fille intelligente des quartiers difficiles. La colère transperça finalement le masque contrôlé d'Antoine. En 2 pas, il était devant Marc, sa voix basse et dangereuse. Vous et vos employeurs vous êtes complètement trompés si vous pensez que je réponds au chantage. Et vous vous êtes encore plus trompés si vous pensez que je protégerai mes intérêts commerciaux au détriment de l'intégrité. Il se tourna vers le capitaine de sécurité. Contactez la police judiciaire. Je veux que tous ces intrus soient poursuivis dans toute la mesure de la loi. Intrusion, tentative de chantage, espionnage d'entreprise, tout. Coopérer entièrement, sans accord, sans pitié. Oui, monsieur, répondit le capitaine, déjà en train de passer des appels. Antoine se tourna ensuite vers Juliette, et l'expression sur son visage était pire que la colère. C'était une déception profonde, mêlée à quelque chose qui ressemblait au deuil. Quant à vous, mademoiselle Costa, nous devons parler en privé. Et la façon dont il prononça le dernier mot, avec une distance formelle qu'il n'avait pas utilisée depuis des semaines, fit comprendre à Juliette que tout ce qui était en train de se construire entre eux avait pris fin avant même d'avoir vraiment commencé. La confiance, qui était le fondement de tout, avait été brisée de manière irréparable. Et le pire, elle n'avait qu'elle-même à blâmer. Antoine la conduisit à un bureau privé, congédiant les gardes d'un geste, mais laissant la porte ouverte, une distance symbolique qui blessait plus que n'importe quel mot. Il resta immobile près de la fenêtre pendant un long moment, le dos tourné vers elle, les mains jointes derrière lui, dans une posture de contrôle rigide. Juliette attendit, le cœur battant, cherchant les mots justes, mais sachant qu'il n'y avait pas de mots justes pour cela. « Expliquez-vous, » dit Antoine finalement, sa voix dangereusement calme, « et ne me donnez pas d'excuses. Je veux des raisons, le contexte, la vérité complète. Je mérite au moins cela. » « Vous le méritez, » acquiesça Juliette, sa voix se brisant malgré ses efforts pour la maintenir ferme. « Vous méritez beaucoup plus que ce que vous avez reçu de moi. Antoine, quand j'ai falsifié ce diplôme, je ne pensais pas aux conséquences à long terme. Je pensais à ma mère, qui avait besoin d'une chirurgie cardiaque urgente qui coûtait plus que ce que je pouvais gagner en une année entière en faisant les emplois que je pouvais obtenir sans diplôme. Je pensais à mon jeune frère, qui avait besoin d'une école décente. Je pensais à comment sortir de la cité avant que la violence ne nous engloutisse complètement. Elle respira tremblante. Je ne dis pas que cela justifie. Cela ne justifie pas, mais je veux que vous compreniez le désespoir qui m'a poussé à faire le choix que j'ai fait. Et après j'ai trouvé du travail. J'ai obtenu mon visa. Je suis devenue bonne dans ce que je fais. Si bonne que j'ai presque oublié que j'avais tout construit sur un mensonge. Jusqu'à ce soir, quand il est revenu me détruire.
Le mensonge ne vous a pas détruite, dit Antoine, se retournant finalement pour lui faire face, et il y avait une douleur dans ses yeux qui reflétait la sienne. Le chantage ne vous a pas détruite. Ce qui m'a détruit, c'est de savoir que, pendant que je vous ouvrais mon cœur, partageant des vulnérabilités que je ne montre jamais, vous faisant confiance d'une manière que je fais confiance à très peu de gens, vous gardiez un énorme secret. Cela me fait me demander ce que vous avez d'autre caché. Cela me fait me demander si tout entre nous était réel ou si vous profitiez simplement de l'opportunité qui s'est présentée. Non, protesta Juliette avec véhémence, faisant un pas vers lui avant de s'arrêter, ne sachant pas si elle avait le droit de réduire la distance. Antoine, chaque moment entre nous était réel. Chaque conversation, chaque rire, chaque fois que je vous ai donné un conseil honnête ou contesté une de vos décisions, tout était réel. Le mensonge était sur mon passé, sur la façon dont je suis arrivé ici, mais mon présent, mon avenir que je commençais à imaginer avec vous, c'était la vérité absolue. « Comment puis-je savoir ?» demanda Antoine, et la vulnérabilité dans sa voix brisa le cœur de Juliette. « Comment puis-je croire quoi que ce soit que vous dites maintenant? La confiance, Juliette, c'est tout ce que j'ai. Vivant dans la position où je vis, entouré de gens qui veulent toujours quelque chose. La confiance est la marchandise la plus précieuse que je possède, et vous l'avez brisée. » Les larmes dévalèrent finalement les joues de Juliette, mais elle les laissa couler sans essayer de les cacher. « Vous avez raison. Je l'ai brisée. Je comprends. Si vous ne pouvez pas me pardonner, si vous ne pouvez pas me garder ici, si vous ne pouvez pas, si vous ne voulez pas essayer de sauver ce qui commençait peut-être entre nous, mais je vais vous demander une chose. Ne laissez pas mon erreur vous rendre plus cynique envers les gens. Ne laissez pas cela vous faire vous refermer après avoir enfin commencé à vous ouvrir. Oui, j'ai commis une terrible erreur, mais la plupart des gens dans votre vie n'essaient pas de vous tromper. Ils se soucient vraiment, vous respectent vraiment, veulent vraiment votre bien. Vous incluse, demanda Antoine, traversant la distance entre eux, jusqu'à être assez proche pour qu'elle puisse voir chaque émotion conflictuelle dans ses yeux. Vous souciez-vous vraiment de moi, Juliette, ou vous souciez-vous de la vie que je peux vous offrir? Je me soucie de vous, dit Juliette avec chaque once de conviction qu'elle possédait, de l'homme qui visite les chantiers de construction à 5 heures du matin pour s'assurer que les travailleurs ont un petit déjeuner adéquat. De l'homme qui lit de la poésie philosophique en 3 langues quand il pense que personne ne le regarde. D'un homme qui porte le poids d'attentes impossibles, mais qui trouve encore le temps de s'enquérir de mes histoires d'enfance. Je suis tombée amoureuse de vous, Antoine de Montaigne, non pas pour votre titre ou votre richesse, mais parce que vous êtes l'homme le plus réel que j'ai jamais connu, malgré le fait de vivre dans un monde d'artifices et de protocoles. La confession resta suspendue dans l'air entre eux, crue, honnête et terrifiante. Antoine ferma les yeux, respirant profondément, comme s'il menait une bataille interne. Quand il les rouvrit, il y avait une décision là. « Vous serez expulsé », dit-il, et les mots frappèrent Juliette comme des coups physiques. La falsification de documents est grave en France, et je ne peux pas utiliser ma position pour vous protéger des conséquences sans donner l'impression de corruption. Vous comprenez cela? Je comprends, murmura Juliette à travers une gorge serrée. C'était ce à quoi elle s'attendait, même si de folles espérances lui avaient chuchoté que peut-être, juste peut-être, ils trouveraient un moyen de la sauver, elle et leur situation. Mais, dit Antoine, et le mot fit lever ses yeux, rencontrant les siens avec un espoir précaire. Je veillerai à ce qu'il n'y ait pas d'accusation criminelle, juste une expulsion et un visa annulé. Vous pourrez recommencer ailleurs, construire une carrière sur une base honnête cette fois, et je vous fournirai une référence honnête sur le travail que vous avez fait pour moi ces dernières semaines, car malgré le mensonge sur votre passé, votre travail ici a été exceptionnel. Cela au moins était réel. Et nous,
osa demander Juliette, même si elle savait qu'elle poussait trop loin, alors qu'elle aurait dû être reconnaissante de la miséricorde qu'il lui montrait. Après cela, Antoine tendit la main, touchant sa joue si doucement que d'autres larmes commencèrent à couler. « Je ne sais pas, » admit-il honnêtement. « Une partie de moi veut dire oui, que nous trouverons un moyen, que l'amour vaut la peine d'être combattu même quand c'est compliqué. Mais une partie de moi, la partie qui a été entraînée depuis l'enfance à être prudente, à protéger la famille et l'héritage au-dessus des sentiments personnels, cette partie dit que c'est un signe que je n'aurais pas dû baisser ma garde au départ, que l'univers me dit que certains mondes ne sont pas faits pour se mélanger. Alors, c'est un adieu ? Demanda Juliette, sa voix se brisant sur le dernier mot. Antoine ne répondit pas avec des mots. Au lieu de cela, il la serra dans ses bras, ce qui fut un adieu, une promesse brisée, et le deuil de quelque chose qui aurait pu être, mais ne le serait jamais. Juliette s'accrocha à lui, mémorisant la sensation d'être dans ses bras, l'odeur d'épices et de sous-bois qu'elle associerait toujours à lui, le son de son cœur battant sous son oreille. Et puis il s'éloigna, créant une distance physique qui reflétait la distance émotionnelle qu'il se forçait à créer. « Amélie vous aidera à faire vos bagages, » dit-il, sa voix reprenant le ton formel et professionnel qu'il utilisait avec le personnel. « Vous avez 48 heures avant que l'expulsion ne prenne effet. Utilisez-les judicieusement. Et Juliette... » Il fit une pause, quelque chose d'inachevé traversant ses traits. « Pour ce que ça vaut, je suis aussi tombé amoureux de vous. Et cela rend tout cela pire, car cela signifie que je choisis le devoir plutôt que le cœur. Mais c'est un choix pour lequel je suis né, un choix que j'ai toujours su que je devrais faire un jour. Je suis désolé que vous ayez été prise au milieu. » Et puis il partit, laissant Juliette seule dans le bureau qui était devenu si familier, dans le château qui avait commencé à se sentir comme chez elle, dans une vie qu'elle avait osé imaginer sienne. Mais les rêves construits sur des mensonges, aussi bien intentionnés soient-ils, finissaient par s'effondrer. Et elle le vivait maintenant en temps réel, tandis que l'avenir qu'elle avait commencé à espérer s'évaporait comme un mirage dans le désert. Les heures suivantes furent les plus longues et les plus courtes de la vie de Juliette, et simultanément longues, parce que chaque minute était un rappel douloureux de tout ce qu'elle perdait, courte parce qu'elle n'était pas suffisante pour dire adieu à la vie qu'elle avait construite à Paris. Chloé vint dès qu'elle fut au courant, étreignant Juliette tandis qu'elles pleuraient toutes les deux. « Ce n'est pas juste, » sanglota Chloé. « Tu es la personne la plus honnête que je connaisse maintenant. Tu ne devrais pas être punie pour une erreur que tu as faite par désespoir il y a des années. »« Mais c'est exactement pourquoi je suis punie, » dit Juliette avec amertume. « Parce que peu importe à quel point je suis honnête maintenant, j'ai commencé avec un mensonge. Et un homme comme Antoine ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui a commencé de cette façon. » Amélie apparut plusieurs fois, soi-disant pour aider à la logistique du départ, mais en réalité pour offrir une consolation silencieuse. « Il souffre aussi, » dit-elle doucement un soir, alors qu'elle aidait Juliette à emballer ses quelques effets personnels. « Il ne mange pas, ne dort pas, ne fait que travailler. Je connais le prince depuis longtemps et je ne l'ai jamais vu ainsi. Vous avez touché quelque chose en lui que personne d'autre n'a touché. » « Alors pourquoi ne se bat-il pas ?» demanda Juliette, la frustration et la douleur débordant. « Si nous ressentons tous les deux la même chose, pourquoi abandonne-t-il simplement ?»« Parce qu'il est prince d'abord. Homme ensuite, » expliqua Amélie patiemment. « Il a été formé dès la naissance à placer la famille, la tradition et le devoir au-dessus des désirs personnels. Et vous représentez tout ce contre quoi il a été formé. Non par malice ou inadaptation, mais parce que votre union défierait toutes les attentes de sa famille. Ce serait un scandale. Cela ferait des vagues politiques. Cela exigerait qu'il choisisse entre vous et la position qu'il occupe. »« Je ne lui demanderai pas cela, » protesta Juliette. « Je ne lui demanderai jamais d'abandonner sa famille ou ses responsabilités pour moi. » « Je le sais,
et une partie de lui le sait probablement aussi, mais une autre partie, la partie façonnée par des générations de traditions, ne voit que le risque. Elle voit une femme qui a déjà menti une fois, peu importe les bonnes raisons. Elle voit comment les ennemis pourraient utiliser votre relation contre lui. Elle voit un cœur potentiellement brisé, s'il essaie et échoue. Amélie soupira. « Je ne dis pas que c'est juste. J'explique simplement sa logique. » Le matin de son départ, Juliette espérait secrètement qu'Antoine viendrait lui dire au revoir, mais quand l'heure arriva et qu'Amélie l'escorta jusqu'à la voiture qui l'attendait, il était manifestement absent. « Il voulait être là, » dit Amélie doucement, voyant la déception sur le visage de Juliette, mais il avait une réunion de famille qu'il ne pouvait pas annuler. Il m'a demandé de vous donner ceci. Elle tendit une enveloppe épaisse. À l'intérieur, Juliette trouva un billet de première classe pour le Brésil, un chèque généreux qui fit écarquiller ses yeux et une lettre manuscrite dans l'élégante écriture d'Antoine. Elle la lut à travers ses larmes. « Juliette, je ne suis pas doué avec les mots quand ils comptent le plus. Tout ce que je peux dire, c'est que vous avez changé quelque chose de fondamental en moi. Vous m'avez montré des possibilités que je n'avais jamais envisagées. Vous m'avez fait me sentir vivant d'une manière que j'avais oubliée. Que cela se termine ainsi est une tragédie de ma propre création autant que de la vôtre. S'il vous plaît, utilisez ces fonds pour terminer votre éducation correctement, pour construire une carrière sur une base solide et honnête, pour créer la vie que vous méritez. Et si un jour, dans un futur que je ne peux prédire, nos chemins se croisent à nouveau, peut-être pourrons-nous être des personnes différentes, des personnes qui ont appris de leurs erreurs, qui ont grandi avec la douleur, qui méritent une seconde chance que l'univers pourrait offrir. D'ici là, je vous porte dans mon cœur, même si je ne peux pas vous avoir dans ma vie. Avec amour et regret, Antoine. » Juliette serra la lettre contre sa poitrine, les larmes maculant l'encre coûteuse. C'était un adieu et une vague promesse à la fois. C'était une fin qui ne fermait rien. C'était la fin d'une histoire d'amour qui avait à peine commencé. Le vol pour le Brésil fut un flou. Juliette regarda par la fenêtre, tandis que Paris disparaissait en dessous. Une ville d'impossibilité, où elle avait vécu la plus grande aventure et le plus grand chagrin de sa vie en quelques mois. Quand elle atterrit à São Paulo, sa mère l'attendait, l'étreignant trop fort et posant trop de questions auxquelles Juliette n'avait pas l'énergie de répondre complètement. « Ça n'a juste pas marché. »« Maman, dit-elle lasse, parfois les choses ne marchent tout simplement pas. » Les mois se transformèrent en un an. Juliette utilisa l'argent d'Antoine exactement comme il l'avait suggéré. Elle retourna à l'université, termina son diplôme correctement et commença cette fois un master en études de traduction. Elle construisit une carrière d'interprète indépendante, travaillant avec des organisations internationales, se forgeant une réputation d'excellence et d'intégrité, et lentement, douloureusement, elle commença à reconstruire sa vie sur une base honnête, exactement comme Antoine l'avait demandé. Mais elle ne cessa jamais de penser à lui, ne cessa jamais de s'interroger, et les nuits solitaires, elle relisait sa lettre jusqu'à connaître chaque mot par cœur, cherchant des significations cachées, des signes d'espoir, que peut-être, juste peut-être, leur histoire n'était pas vraiment terminée. Ce fut 18 mois après avoir quitté Paris que le téléphone portable de Juliette sonna avec un numéro inconnu dont l'indicatif régional était celui de Paris. Son cœur bondit traîtreusement alors qu'elle répondait, espérant contre toute espérance. « Juliette Costa ?» La voix était féminine, formelle, inconnue. « Ici le cabinet de Madame Isabelle de Montaigne. La princesse mère sollicite votre présence à Paris pour une conférence de 3 jours sur l'échange culturel qu'elle organise. Toutes les dépenses seront couvertes et nous garantissons que tous vos documents de visa seront en ordre cette fois. » Juliette s'assit lourdement, l'esprit en ébullition. Madame Isabelle de Montaigne, la mère d'Antoine. Pourquoi l'inviterait-elle à revenir après tout ce qui s'était passé? « Puis-je demander, dit-elle, le prince Antoine est-il au courant de cette invitation ?»
Il y eut une pause. La princesse mère fait ses propres invitations, mademoiselle Costa, mais pour répondre à ce que vous demandez vraiment, oui, son fils est au courant, et il ne s'y est pas opposé. Il ne s'y est pas opposé. Ce n'était pas exactement une approbation enthousiaste, mais ce n'était pas non plus une interdiction. C'était une possibilité. La première vraie possibilité que Juliette avait eue depuis qu'elle avait quitté Paris, le cœur brisé et l'avenir incertain. « J'accepte », s'entendit dire Juliette, avant que la lâcheté ne l'emporte. « Quand dois-je être là ?» 3 semaines plus tard, Juliette était de retour à Paris, mais cette fois tout était différent. Elle avait un diplôme légitime, un visa légitime, une invitation légitime. Il n'y avait pas de mensonge, pas de secret, juste une femme qui avait appris de ses erreurs et construit quelque chose de mieux sur les cendres. La conférence se tena.